Bonsoir, bonsoir à tous, ou bonjour, dépendamment de l'endroit où vous vous trouvez. Donc, nous sommes ici à Kigali dans cette conversation organisée par University of Global Health Equity, donc l'Université d'équité en santé mondiale. C'est une université qui s'est donnée pour mission de repenser la manière dont les sciences de la santé sont enseignées, aussi dont elles sont mises en œuvre. Notre objectif est de contribuer à la création de ressources humaines médicales ou dans les sciences de la santé qui pourraient être acteurs de changement sur notre continent, le continent africain et ailleurs. Donc, pour cela, nous utilisons diverses approches comme ici au département Arts et Culture et Engagement public dans la santé mondiale que j'ai la chance de diriger avec une large équipe. Nous approchons la santé de manière transdisciplinaire ou multidisciplinaire ou pluridisciplinaire. Donc, aujourd'hui, notre invité pour cette conversation, repenser la santé et la pandémie au travers des disciplines. Notre invité est le philosophe, écrivain, économiste, enseignant, éditeur, musicien sénégalais Felwine Sarr, que nous sommes ravis et honorés de recevoir. Felwine Sarr a contribué à redéfinir ou reconstruire un regard que l'Afrique, ou le monde porte sur l'Afrique et aussi peut-être que l'Afrique porte sur elle-même grâce à ses écrits, grâce à ses interventions. Donc, nous sommes ravis d'échanger avec lui parce qu'il incarne à nos yeux la transdisciplinarité, la multidisciplinarité grâce à ses multiples casquettes. Donc, Felwine Sarr, bienvenue à Kigali virtuellement. Nous sommes ravis de vous recevoir. Je suis ravi aussi et merci pour l'invitation. OK. Donc, aujourd'hui, nous allons parler ensemble de santé. Nous allons parler de santé et d'autres disciplines. Comme je le disais plus tôt, pour nous, c'est vraiment un grand honneur et un plaisir d'ouvrir cette série de conversations avec vous, parce qu'à nos yeux, vous incarnez cette multidisciplinarité au travers de vos analyses, mais aussi au travers de vos multiples activités. Ce serait bien qu'on ouvre cette conversation pour, si vous pouvez nous parler de cette importance de la multidisciplinarité pour vous, comment ça vous est venu, ce qu'elle vous apporte et ce que vous pensez qu'elle peut apporter dans la manière de voir le monde, de considérer l'humain et aussi de, bien sûr, considérer et comprendre la santé. Oui, en fait, ce qui me semble vraiment important, c'est que les sociétés ne sont pas des objets. La réalité sociale a une épaisseur. Et généralement, dans notre démarche scientifique, on a hérité d'un atomisme qui date de 2000 ans, où on découpe la réalité en portions et on l'examine. Donc, ça a été très efficace pour les sciences dites exactes, ça a été efficace pour la physique, la biologie, mais ça a été très peu efficace lorsqu'on y réfléchit pour les sciences dites humaines. Au départ, pour savoir, on avait besoin de découper la réalité, de distinguer un objet sur lequel un sujet, distancié de l'objet, essayer de projeter une lumière théorique, un effort de compréhension. Ensuite, on a eu du mal à, une fois qu'on avait découpé la réalité, la recoudre en portions et la saisir d'un point de vue holistique. Et c'est ce qui fait qu'avec le temps, en devenant hyper spécialisé, on est devenu très savant, on sait énormément de choses, parce que les chercheurs consacrent leur vie à une petite portion de la réalité, mais on est devenu moins intelligent, puisqu'on a du mal à lier les parties au tout et à voir comment les phénomènes sont interreliés entre eux, comment est-ce que les phénomènes résonnent entre eux, comment est-ce que ce qui se joue là affecte ce qui se joue ailleurs. Et du coup, la transdisciplinarité, c'est une nécessité, en fait. Ce n'est pas juste une coquetterie intellectuelle. C'est vraiment une nécessité de tenter de porter un regard kaléidoscopique sur la réalité et surtout de saisir comment est-ce que les différentes parties du réel agissent dans des boucles rétroactives les unes des autres. Alors, c'est une entreprise difficile parce qu'il y a énormément de choses à savoir et on ne peut pas tout savoir. Il y a énormément de disciplines et d'outils, mais il y a des moyens en partant d'une discipline bien de données que l'on a fréquentées longtemps et en s'intéressant au cœur des autres disciplines, puisque chaque discipline a un cœur, un corps, des démembrements, de réussir à justement à relier les cœurs des disciplines et à tenter d'éclairer une question par plusieurs points de vue. Et c'est ça la question. Exemple, la question de la santé, elle ne peut pas être juste liée au corps, à la biologie
où la question d'un virus ne peut pas être juste liée à la circulation d'un virus qu'il faut bloquer. Il y a tout un contexte environnemental qu'il faut comprendre et il y a toute une vision élargie de tous les embranchements du fait de santé qu'il faut réussir à articuler. Alors, je viens de la discipline qui est l'économie, mais avant d'être économiste, j'écrivais déjà, j'avais une pratique artistique assidue et quand j'étais à l'université, j'ai étudié l'économie comme discipline, mais j'ai toujours considéré que mes autres approches du réel étaient aussi des modes valables de connaissance du réel. Et pendant plusieurs années, j'ai enseigné une discipline, l'économie. Ensuite, j'ai eu l'occasion de mettre en place un département qui me permettait d'enseigner autre chose que l'économie, l'histoire des idées religieuses. Et plus tard, dans ma vie intellectuelle et académique, j'ai décidé de construire une expérience à la croisée des humanités, de ne plus m'arrêter justement au cœur de la discipline donc, qui était censée être la mienne, mais d'articuler une réflexion qui était à la croisée des humanités et aussi qui était à la croisée de plusieurs bibliothèques et de plusieurs types de savoirs. Donc peut-être qu'on en parlera plus tard. Et il m'a semblé que c'était une entreprise beaucoup plus féconde et que si on avait envie de renouveler les modes d'intelligibilité de nos réels, on ne pouvait pas s'arrêter à une perspective, à une méthode, ni à un type de savoir, et qu'il y avait un vrai effort d'articuler les manières d'appréhender le réel. Et ça existe, il y a des moyens de le faire, il y a une méthodologie, il y a une rigueur, il y a une expérience pour faire ça. Et généralement, ben, on arrive à des résultats beaucoup plus intéressants que juste en étant, je dirais, en étant dans une monoculture du savoir ou dans une monoculture de la manière de savoir. Ok, merci beaucoup. C'est bien, vous avez parlé justement de ce virus qu'il fallait comprendre, comment l'arrêter, comprendre d'ailleurs ses conséquences, peut-être même que presque 2 ans après, on est toujours en train de déchiffrer ce qui vient de se passer. Est-ce que justement cette complexité à comprendre vient de vous avez parlé de quelque chose que j'ai trouvé intéressant, on est devenu plus savant mais moins intelligent à créer ces liens et même peut-être les créer de manière pratique. Il y a peut-être eu des difficultés à comprendre l'autre, des difficultés à créer des collaborations nécessaires quand on a une pandémie, j'imagine, à apprendre des autres. C'est bien de voir ce que vous pensez de tout ça. Déjà, lorsqu'on se rappelle le début de la pandémie, moi je situe en tout cas au Sénégal, on était en mars, je pense que dès décembre, janvier, le virus s'était déclaré en Chine. La première réaction en tout cas des nations occidentales, parce qu'après la Chine, c'est arrivé dans les nations occidentales, avant d'arriver en Afrique, ça a été de ne pas considérer qu'elles devaient se mettre à l'école de ceux qui avaient déjà fait l'expérience du virus avant eux. Et là, c'est très intéressant parce qu'il y a une géopolitique du savoir dont le centre est censé supposer être l'Occident. Donc, quand une nouveauté arrive, ils ne se sentent pas tenus donc, de se mettre à l'école et d'apprendre. Ils sont les prescripteurs, ils savent, et tant que le savoir ne vient pas d'eux, il n'est pas valable. Donc beaucoup de nations occidentales ont perdu énormément de temps en ne simplement pas mettant à l'école des autres, d'une part. Il y a eu des phénomènes de répétition d'expériences anciennes. On a envisagé la chose comme si c'était le virus de la peste ou de la grippe espagnole qui revenait. Donc, on a eu une grande difficulté à rompre des schémas mentaux et des paradigmes sur ces questions qui relevaient de phénomènes, je dirais, nouveaux, qui étaient annoncés par les scientifiques en disant, tiens, attention, il y aura des zoonoses, il y aura des sauts d'espèces, puisqu'on est en train de réduire la biodiversité. Et il y aura des maladies émergentes et auxquelles il faudra faire face. On n'a pas trop écouté. Et quand c'est arrivé, les réflexes qu'on a eu, c'est tiens, il fallait bloquer le virus, et il fallait bloquer la circulation du virus. Alors que fondamentalement, bien évidemment, le virus était responsable de la propagation, mais c'est la crise écologique dans ses effets qui a accéléré la propagation. C'est les inégalités comme sociales, c'est le fait que cette crise écologique, elle provoque une hausse des maladies chroniques, le diabète, l'hypertension, les comorbidités. C'est nos modes de vie, c'est notre mode d'industrialisation. C'est tous ces éléments-là mis ensemble qui ont expliqué fondamentalement que ce virus soit devenu planétaire et pandémique. Et certains chercheurs comme Barbara Stiegler ou Richard
Horton refuse même, conteste le concept de la pandémie, parce que l'idée de la pandémie, c'est une maladie qui frappe tout le monde tout le temps. Donc, le pandémie en grec, c'est tout le monde. Alors qu'ils disent, attention, il ne frappe pas tout le monde de manière égalitaire. Il frappe les corps fragilisés, les plus vulnérables déjà, ceux qui sont atteints de comorbidité. Il y a une inégalité dans la distribution de l'impact de la maladie. Et ces chercheurs préfèrent le terme syndémie pour dire, attention, c'est en fait les effets de la crise écologique et les inégalités qui ont donné une ampleur à cette maladie-là. Mais ce qui était intéressant de voir, c'est que la lecture que l'on a eue, c'était juste une lecture répressive des modes de transmission du virus, et toutes les autres dimensions sociétales d'anthropologie de la santé, de réflexion sur l'environnement global, de ce qu'est une société, de ce qui ferait qu'on en arrive à ce stade, ont totalement été éliminés puisqu'on est rentré dans une logique binaire, un mode de connaissance dichotomique, et justement qui n'était pas en mesure d'articuler une pluralité pour réfléchir sur la question. Donc, il y a déjà eu les effets du passé. On a fonctionné comme si on était si on avait affaire au virus de la peste, donc les quarantaines, les septaines, donc bloquer le virus, etc., etc. On a été incapable dans un premier temps de réfléchir différemment et de voir qu'il y avait une pluralité de phénomènes et de contextes qui entraient en jeu. Et puis, il y a eu tous les modes de gouvernementalité, parce que c'est une crise totale, c'est absolument une crise totale, comme le dit Marcel Mauss. On a dû réguler l'espace public, on a dû réguler l'espace privé, on a dû décider qui va à l'école ou qui n'y va pas, on a dû réguler qui va dans les transports, on a dû réguler la vie familiale, etc. Et les éléments de la totalité, justement, on n'était pas préparé à penser la totalité. Et en plus, on a eu aussi un problème de distribution du savoir. Comment est-ce qu'on faisait circuler l'info et comment est-ce qu'on éduquait les citoyens par rapport à cette problématique-là, au lieu de considérer qu'il y avait d'un côté les sachants et ce qu'ils ne savaient pas. Donc, il y a eu un conflit de savoir et il y a eu toute une problématique de savoir et de société. Est-ce qu'il était, je veux dire, on était en mesure de faire différemment, parce qu'on avait deux options extrêmes: laisser circuler, c'est ce que Trump a fait dans un premier temps, réprimer totalement, c'est ce que, voilà, donc, c'est ce qui a été fait dans la plupart des cas. Et entre deux, la pluralité de démarches qui existait a totalement été niée. Et je dirais le troisième élément, c'est aussi on a manqué d'humilité. Lorsque je dis on, c'est ceux qui avaient en charge de gérer la crise, de dire aux citoyens du monde entier que tiens, on était dans un phénomène d'apprentissage avec de l'essai et de l'erreur. On a pris des décisions, je dirais, argumentées, péremptoires, des Français trompés, mais on n'a pas voulu dire aux citoyens au départ qu'on n'en savait pas trop, qu'on était dans un phénomène et il fallait du temps pour que justement, pour qu'on apprenne, pour qu'on comprenne. Et que dans ce temps-là, on allait les tâtonner probablement, et c'est ce qui a été problématique parce qu'au départ, de mauvaises décisions ont été prises dans des lieux qui ont sapé la confiance des citoyens quant à la capacité de comprendre ce qui s'est passé et de prendre les bonnes décisions. Et puisqu'on a été dans un rapport, je dirais, autoritaire scientifique, où il n'y avait aucune nuance et où les experts n'ont pas voulu partager le fait qu'eux aussi, donc, même s'ils en savaient un peu plus, ils étaient dans un temps d'apprentissage d'un phénomène qui était relativement inédit. Donc, il y a une problématique de circulation des savoirs qui s'est posée au sein de la société. Et je pense qu'il y a énormément d'enseignements à tirer de tous ces éléments-là qui sont arrivés de manière concomitante et auxquels il a fallu faire face dans des délais très courts. Oui, auxquels peut-être on fait toujours face. L'Afrique, dans tout ça, donc on a été approché, premièrement décrite comme le moment de la grande catastrophe de cette épidémie, finalement, qui n'a pas vraiment eu lieu. Donc, on va un peu décrire cet afro-pessimisme qu'il faut reconnaître, comme je disais plus tôt, et même si notre énergie en tant qu'Africains ne doit pas être de prouver de se prouver au monde, mais je pense que c'est important de le reconnaître. Mais je voulais aussi peut-être vous entendre sur... vous parlez souvent de responsabilité, même on vous entend souvent parler de la jeunesse africaine et de son rôle dans cette redéfinition des imaginaires, pour encore employer ce que je vous ai entendu dire. Ce serait bien de parler de tout ce qui s'est passé sur ce continent, des opportunités qui ont été prises, de montrer que voilà, les responsabilités sont prises et des choses quand même plutôt encourageantes.
Oui, je pense même qu'il faut tout simplement dire que les Africains ont bien géré la crise, quoi. Ils l'ont plus ou moins bien géré. Et c'est important de rappeler que la catastrophe nous avait été annoncée et l'hécatombe. Je veux dire, ça semblait évident que les nations dites développées, lorsqu'ils avaient du mal à faire face à cette crise, que nous, autres Africains, on considérait que c'était évident que nous ne serions pas en mesure d'y faire face. Et ce que j'ai trouvé aussi intéressant, c'est que quand la catastrophe annoncée n'a pas eu lieu, quand on a voulu l'expliquer, on nous a trouvé des explications surnaturelles. On a essayé de trouver des explications qui n'étaient pas rationnelles. Soit c'était la jeunesse, soit c'était notre, je ne sais pas, nous étions habitués à la chloroquine, soit c'était le climat. Et c'était un refus de dire, ben, tiens, les nations africaines ont pris les bonnes décisions au début, fermer les frontières, les écoles, même des fois des décisions drastiques. Beaucoup d'entre elles avaient déjà l'expérience de maladies épidémiologiques. Donc, il y avait déjà des dispositifs, des mécanismes qui fonctionnaient, de la compétence, de la qualité, des ressources humaines capables de penser, d'anticiper et de mettre en place des dispositifs qui ont fonctionné au Rwanda, au Sénégal, dans des pays. À l'époque, j'étais au Sénégal, il y avait des task forces en économie, en épidémiologie, en mathématiques, en sociologie. Les universitaires ont contribué. Les sociétés civiles n'ont pas attendu. Il n'y a pas eu de guerre de masques. Les tailleurs ont fabriqué des masques. Dans nos écoles d'ingénieurs, ils ont fabriqué des respirateurs moins chers qui pouvaient fournir de l'électricité, de l'oxygène à des coûts raisonnables. Ils ont fabriqué des dispositifs qui permettaient d'hospitaliser les malades, de leur transmettre de la nourriture sans qu'ils soient obligés d'interagir et de se toucher. Et toutes les forces vives de nos sociétés se sont mobilisées et ont produit des ressources qui ont été utiles à la réponse. Et ça, c'est absolument important de le souligner, tu vois. Et du coup, et puis les sociétés africaines, elles n'ont pas attendu que les choses leur tombent du ciel pour prendre les mesures. Et ces mesures ont été efficaces. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir, bien évidemment. Il n'y a pas à passer son temps à prouver quoi que ce soit, mais des fois, il ne faut pas laisser le récit sur nous être contrôlé par les autres. Donc, à l'époque, ils avaient un récit sur nous. Je me rappelle que Guterres avait promis des millions de morts. L'épouse de, Okay. de Bill Gates avait dit que les corps allaient être ramassés dans la rue. Et on m'avait posé la question, j'avais dit, bah, vous les Européens, vous vous inquiétez pour nous, mais c'est nous qui nous inquiétons pour vous, en fait. Parce que l'hécatombe, pour l'instant, elle a lieu chez vous et nous avons beaucoup de compassion pour ce qui vous arrive. Donc, mais là aussi, c'est important. C'est-à-dire que même lorsqu'ils étaient frappés par une crise sans précédent et qu'ils en payaient le prix, ils avaient besoin d'un tiers, d'un miroir obscur qui était l'Afrique, sur lequel on déversait un impérialisme compassionnel pour se donner le sentiment d'être dans une situation qui était préférable. Donc c'est un fonctionnement psychologique. Parce qu'il y avait un rapport au monde, parce qu'ils avaient mis le genou à terre, et il fallait quand même qu'il y ait moins bien loti qu'eux pour qu'ils continuent à occuper une place symbolique dans leur imaginaire. Et je pense que c'est important pour les jeunes Africains d'avoir vu qu'en fait, ils avaient des ressources, parce que les frontières étaient fermées, il y a eu un repli sur soi, donc chacun a mis ses ressources pour qu'il fallait penser global, mais il y a eu un repli, je dirais, identitaire et clanique, et le continent a dû compter sur ses ressources, et ces ressources ont été productives. Ouais. Et pour moi, ça, c'est important dans le déclic psychologique, de considérer que, bien évidemment, nous sommes dans une interaction avec le monde et que nous sommes dans un espace d'échange, mais que nous avons des ressources sur lesquelles nous pouvons compter pour répondre à nos défis et sortir de l'idée qu'on a forcément besoin d'être secouru, assisté, etc., etc., même si le monde est interdépendant et que certains sont beaucoup plus dépendants que d'autres. Mais pour moi, c'était important que l'on se rende compte que nous avions les ressources pour faire face et que ce soit un déclic pour que justement nous regardions ce qui n'allait pas, nos systèmes de santé, nos systèmes de prévention, tous les problèmes et tous les défis auxquels nous devions faire face et qu'après la pandémie, nous nous mettions à travailler dans le sens d'y répondre, quoi. Mais surtout de retenir que justement, quoi, que ce n'est pas miraculeux que qui est répondu de manière plus ou moins avec la grande crise qui a été au premier n'a pas eu lieu. Ce n'est pas miraculeux parce que le continent a justement actionné des ressources plurielles et multiples que le continent avait. Et ça, je trouve que c'est un point important à retenir dans la gestion de la crise. Même si, bien évidemment, ça est là, dans plein d'endroits, il y a des limites, il y a des déficits, il y a des défis qu'il faut encore relever et qui sont là et qu'il faut regarder, quoi. Mais je pense que dans l'analyse, ce point-là est un point à relever. Ouais. Vous avez parlé de déclic psychologique, très important. Hein. Donc, comprendre ce qu'on fait bien dans l'estime de soi, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et avec ça, je vais en venir à ce passé traumatique.
Et encore une fois, donc, si on parle de santé, on peut aussi parler d'histoire. Cette conception de la santé, je me dis, partout où il y a eu des humains, il y a eu une forme de système de santé. Donc déjà, on interagit avec la santé avec des termes qui ne sont pas forcément les nôtres. D'où ça vient? On parle maintenant de santé comme objectif principal de développement. Qu'est-ce que tout ça veut dire dans notre relation à nous-mêmes? Ce serait bien de vous entendre là-dessus. Je sais que vous avez beaucoup parlé de développement, mais de développement et de une sorte de santé mentale collective. Je ne sais pas ce que vous avez à dire là-dessus. Oui, je pense que déjà, il faut juste rappeler une chose simple, c'est que avant la rencontre avec l'Occident, avant le fait colonial, avant tout ce qu'on veut, bah, les sociétés africaines avaient mis en place des dispositifs de santé quoi, pour se soigner. Je veux dire, la traite négrière a bien eu lieu parce qu'on a estimé que les Africains étaient solides et valides et qu'ils savaient travailler et qu'ils étaient résistants. Donc, ça veut dire qu'ils étaient en bonne santé. Ouais. Ils étaient tellement en bonne santé qu'on a estimé qu'il fallait qu'ils remplacent les Indiens dans les plantations d'Amérique et en Caraïbes. Et donc, souvent, on oublie, quoi. Il y a une sorte d'amnésie institutionnelle, organisationnelle, productive, comme si le continent, en fait, avait attendu la rencontre avec les autres pour accéder à des choses évidentes, quoi. Donc, bien évidemment que les sociétés, dans leur ADN profond, dans leurs ressources culturelles profondes, ont des procédés thérapeutiques, ont un savoir thérapeutique, ont des savoirs liés à la santé, pluriels, mais absolument pluriels, quoi. Je veux dire, dans la santé néonatale, chaque jour, on redécouvre encore que ce que les grands-mères, les mamans africaines savent faire, que tout le savoir qu'elles ont autour de l'accouchement, autour des bébés, comment on s'en occupe, c'est un savoir immémorial qu'elles ont raffiné sur la longue histoire de leur expérience sociétale, et on redécouvre qu'elles avaient compris bien avant tout le monde des choses que l'on découvre aujourd'hui, etc., etc., dans la santé phytothérapique. Mais la santé, elle n'est pas juste liée aux agents biochimico-moléculaires et biologiques, elle est liée aussi à un environnement social, elle est liée à une culture, elle est liée à une anthropologie. Le care, prendre soin de soi, a une dimension plurielle. Et le continent a des savoirs. Et c'est là où c'est important qu'il soit décomplexé, qu'il puisse articuler. Je veux dire, aujourd'hui, quand quelqu'un utilise une médecine chinoise ou du shiatsu, on ne le prend pas pour un illuminé, puisqu'on respecte comme l'Asie. Donc, les médecines traditionnelles asiatiques ou homéopathiques ou l'acupuncture ou des médecines douces, on les respecte. Et des fois, on considère qu'elles sont en complément ou qu'elles se substituent ou même qu'elles sont préférables à une médecine fondée sur le biochimique. Mais quand il s'agit des Africains, il y a un petit soupçon de quelque chose, il y a un petit sourire dans le coin, etc. etc. Alors, c'est vrai. oui, il y a un petit sourire dans le coin. Et même nous-mêmes, ou bien il y a un soupçon d'empirisme, de non-maîtrise, etc., etc. Et ça, je pense que c'est dans l'espace des représentations et c'est dans la manière dont on valorise nos savoirs endogènes. Il y a un travail à faire pour valoriser nos savoirs endogènes, en faire le tri, voir ce qui opère et nous-mêmes être en mesure de construire des dispositifs épistémologiques qui les respectent et qui leur donnent la dignité de savoir, et qui n'en font pas des choses ésotériques, mystiques ou incompréhensibles. Donc ça, c'est absolument fondamental d'articuler une pluralité de savoirs. Donc les médecines, elles sont plurielles. Il y a la médecine globale, scientifique et moderne. Elle nous appartient à tous les humains. Tous les humains y ont contribué. Mais chaque territoire, chaque géographie, dans un contexte précis, dans une histoire précise, a produit des ressources thérapeutiques absolument importantes et qui sont utiles, quoi. Et ces ressources-là, justement, quoi, on doit pouvoir recourir. Et d'ailleurs, c'est ces ressources-là auxquelles les populations ont d'abord recours, parce qu'elles ont des questions à résoudre. Et là, ou bien lorsqu'elles ne savent plus où aller, elles ont encore recours à ces ressources-là. Donc là, je pense qu'il y a un travail à faire d'élargissement des champs du savoir, d'octroi de dignité à nos savoirs thérapeutiques et de nous rappeler tout simplement que avant de rencontrer les autres, nous étions en mesure de nous soigner, quoi. Et si nous sommes là, si nous avons survécu, si nous avons la plus grande expérience historique de l'humanité, parce que nous sommes les sociétés les plus anciennes et qui vont vécu le plus longtemps, c'est que nous avons su répondre à des défis de santé importants qui font que nous sommes là aujourd'hui. Et donc, je pense qu'il y a ce travail d'articulation et de réhabilitation d'une pluralité de formes de savoir qui existent dans nos sociétés, qui sont dans les ADN de nos sociétés et qu'il faut réactiver, quoi. Et comment faire? Je ne sais pas si vous avez des idées à partager là-dessus. C'est bien ce qu'on va dire, leur rendre la dignité
de savoir, nos histoires, nos pratiques. Il faut les enseigner dans les facultés de médecine. Je sais qu'au Sénégal, il y a des expériences où les gens qui sont experts de santé phytosanitaire, qui sont experts des plantes, vont rencontrer. Il y a un centre, par exemple, qui expérimente, qui hybride plusieurs types de savoirs. Certains sont forts dans les questions de dosage de molécules, d'autres un peu moins, mais d'autres ont une connaissance des plantes que les autres n'ont pas, et les mettre dans des lieux où ces savoirs-là s'hybrident, se complètent, s'expérimentent, se nourrissent mutuellement, et les accueillir comme savoir et les mettre dans un cycle de réflexivité pour que ces savoirs-là s'affinent et s'améliorent, parce que justement, c'est quand on les laisse et qu'on ne les réinvestit pas qu'ils dépérissent. Ouais. Et les savoirs, vous le savez, ils sont augmentés lorsqu'on les partage, lorsqu'on les démocratise, ils sont enrichis, puisqu'il y a une pluralité d'individus qui se penchent, qui vont justement les enrichir, etc., etc. Mais déjà, les accueillir dans les espaces où nous produisons du savoir et où nous transmettons du savoir. Je ne trouve pas normal que dans nos hôpitaux, nos CHU, nos universités, nos facs de médecine, qu'il n'y ait pas des départements qui s'occupent de ces savoirs-là. Parce que ces savoirs-là existent et qui les affinent et qui les raffinent, quoi, et qui les mettent en dialogue avec d'autres types de savoirs. Il y a des expériences ça et là, et chaque fois qu'il y en a sur le continent, elles sont fécondes, quoi. Elles montrent qu'elles sont très fécondes. Mais il y a un blocage dans les imaginaires sur ce qu'est un savoir, quels sont les savoirs qui ont autorité, quels sont les savoirs qui sont valables, etc. etc. Et ça, c'est un travail sur nos représentations et sur l'estime de nous, et sur l'estime de nous en tant que société, et puis en tant qu'agents, individus, sujets qui sont en mesure de produire des connaissances. Ouais. Ouais, merci. Et un peu plus tôt, vous avez parlé du fait que cette partition du savoir et de la compréhension du monde ou des méthodes qu'on utilise pour le comprendre n'a vraiment pas bénéficié aux sciences humaines. Ce serait intéressant de voir un peu le pourquoi. Et après, nous ici à UGHI, on essaye de créer un partenariat entre la créativité, la culture et c'est une réflexion, son rôle dans la santé. Ça passe de la pratique de l'art, de l'enseignement de l'art au message sur la compréhension de certains problèmes complexes ou l'accès à certaines conversations complexes que certains créateurs et créatifs peuvent avoir. Et je me demande, parce que je vous mettrai là-dedans, en fait, l'accès à certaines conversations complexes qu'on peut avoir au travers de vos livres. En tout cas, moi, j'ai trouvé que j'y ai trouvé ça. Donc, ce serait bien de vous entendre là-dessus. La démarche, d'où ça vous vient et ce que vous observez et comment faciliter et perpétuer et faire mieux comprendre ce type de partenariat. Oui, parce qu'en fait, généralement, on pense que la société, elle se fonde sur un ordre économique, sur une infrastructure et une superstructure, sur des ordres techniques, sur des ordres qui organisent la gestion du pouvoir, ce qui est vrai, le savoir scientifique, la technique, comment on l'utilise pour être maître et possesseur de la nature, ou comment est-ce qu'on organise notre habiter le monde. Mais on oublie, comme le dit Cornelius Castoriadis, que les sociétés, elles s'instituent dans leurs imaginaires. Une fois qu'on a mis tous ces ordres-là en place, la manière dont on représente ce que signifie vivre ensemble, comment on produit des relations de qualité entre les individus, quels sont les sens qu'on met dans l'aventure sociétale. Tous ces ordres-là qui relèvent de l'imaginaire, qui ne sont pas des ordres techniques, sont absolument fondamentaux pour les sociétés. Et la société de demain, un architecte, il peut imaginer une ville de demain, mais pour imaginer la ville de demain, il doit imaginer l'espace des relations sociales qui vont se nouer, comment on va produire la ville, comment les gens vont y habiter, quel sens ils vont donner à leurs interactions. Et ça, ce sont les ordres des arts, des imaginaires, de la littérature, de l'inventivité, de la créativité qui nous donnent ces réponses-là. Les conditions de vie, d'accord, mais le sens profond de l'aventure sociétale et collective ne relève pas des ordres techniques. Les ordres techniques sont des ordres des moyens, des savoir-faire. Comment on peut opérer dans telle chose. Si je pense une ville qui est conviviale, ouverte, interactive, où les individus produisent des relations et de la convivialité, et je demanderai aux ordres techniques de m'aménager des espaces de circulation, des embranchements, des espaces de rencontre qui me donnent l'opportunité de faire cela. Mais fondamentalement, c'est les imaginaires qui produisent cela. Et donc, du coup, puisque les imaginaires ne construisent pas des édifices qui sont matériels, que l'on touche, que l'on peut voir, des immeubles, des routes, on a le sentiment qu'ils ne sont pas utiles, alors qu'ils sont fondamentaux, alors qu'ils sont à la base
Alors que le reste, justement, quoi, le monde des objets que nous créons, c'est pour une finalité. Et la finalité, ce ne sont pas les ordres techniques. Et c'est pour ça que, fondamentalement, dans les sociétés, bien évidemment, il faut s'occuper de la route, de l'infrastructure, des moyens techniques, etc. Mais il faut s'occuper aussi des espaces de production de sens, des espaces de créativité, et des espaces de production de signification, des espaces qui nous disent ce que vivre veut dire, ce que vivre ensemble veut dire, et comment nous souhaitons vivre ensemble, et quels sont les buts et les finalités. Et ce sont les ordres des finalités qui sont les ordres du sens. Et c'est pour ça que les arts sont absolument fondamentaux, les arts et les imaginaires. Et en plus, les arts et les imaginaires, en plus d'être ce qu'ils sont, produisent de l'intelligibilité. Ce sont des espaces épistémiques. C'est des espaces qui nous permettent de savoir qui nous sommes, qui nous devenons, qui nous voulons être, ce qui nous habite, etc., etc. Donc, du coup, cette manière de cantonner les arts, des fois au divertissement, ou des fois juste à la rencontre sensible, qui est confinée après le travail sérieux, après la journée de travail, c'est une erreur en fait. C'est une erreur. Bien sûr, elles peuvent jouer ce rôle-là, elles peuvent jouer le rôle de nous mettre ensemble et de créer du lien et d'être vraiment au sens étymologique, je veux dire, un espace de production du lien. Mais elles sont plus que ça. Elles sont des espaces de savoir, de compréhension, de projection de nous en tant que groupe et individu, de production de sens sur les sens fondamentaux de l'aventure sociétale, et des espaces de production d'intelligibilité, des espaces épistémiques, des espaces de savoir. On peut savoir, on peut comprendre l'Afrique post-coloniale, des années 60 à nos jours, comprendre ces dynamiques, je dirais, politiques, culturelles bien évidemment, sociétales, rien qu'en regardant l'archive musicale que le continent a produite. Cette archive-là, si on la lit comme il faut, c'est un cours d'histoire contemporaine africaine et de sciences politiques. Et rien qu'en ne lisant aucun livre, en s'occupant de ce que les musiques du continent ont dit du continent, on dit de là où le continent en était et de là où le continent se projetait, où est-ce qu'il voulait aller. Rien que ça. Donc, du coup, c'est absolument fondamental dans un espace d'ingénierie, dans un espace de santé, dans un espace où il y a des sciences dites exactes, que les autres sciences, que j'appelle des sciences subtiles, je ne dirais pas des sciences molles, d'articuler l'espace des sciences exactes avec des sciences subtiles. Et du coup, là, on a un espace d'intelligibilité qui est beaucoup plus vaste, puisque la société, justement, elle a une épaisseur. Et s'il faut la comprendre, il faut la regarder à plusieurs niveaux. Il faut la regarder sur plusieurs strates. Et les strates des imaginaires sont une composante fondamentale, quoi. Et d'ailleurs, les récits et les fictions que nous produisons sont des fictions productives. Je veux dire, la nation, c'est une communauté imaginée. Vous ne pouvez pas faire communauté avec 12 millions de Rwandais, parce que vous n'allez jamais les rencontrer dans votre vie. Vous rencontrez votre famille, vos collègues de travail, vos amis, mais vous n'allez pas en rencontrer, vous n'allez jamais tous les rencontrer. Et pourtant, dans le récit qui a été fait, c'est que vous allez imaginer que vous faites communauté avec eux. Et quand vous les rencontrez à l'étranger, vous estimez que vous appartenez à une même communauté imaginée. Et les fictions sont devenues productrices de réalité. Et notre réalité a une part de récit et d'imaginaire. Mais ces imaginaires-là agissent dans le réel de tous les jours, quoi. Donc, en principe, ils doivent avoir une place importante dans nos espaces de savoir, de compréhension du monde, que sont les académies. Est-ce que c'est pour ça que vous êtes aussi éditeur, pour jouer un rôle, contribuer à... Oui. En fait, avant d'être universitaire, j'étais déjà musicien. Donc, c'était un espace de travail et aussi écrivain. Mais au bout d'un certain temps, je me suis rendu compte que je pouvais moi-même avoir mon discours, mon regard singulier sur le monde, mais que je voulais contribuer à créer des espaces où la parole circule, où l'écrit circule, où une pluralité de regards sur le monde issus de nos lieux à nous circule, où nos imaginaires peuvent être produits et pour qu'ils viennent enrichir et affecter le monde, pas juste nous laisser affecter, et qu'il fallait, voilà quoi, et que pour ça, il fallait créer des lieux, des plateformes, des institutions, une maison d'édition, voilà, des ateliers, etc., où ce genre de choses-là circulent pour contribuer justement, quoi, à faire en sorte que ces textes-là émergent, mais que ces idées-là circulent entre nous, mais circulent dans des espaces beaucoup plus vastes, quoi, et que nous apportions notre regard, notre sensibilité, notre intelligence aux enjeux du monde, quoi. Et que ce n'est pas juste les enjeux de l'Afrique. L'Afrique n'est pas hors monde, l'Afrique est dans le monde. Donc, il fallait bien évidemment reprendre l'initiative théorique sur nous-mêmes et réfléchir à qui nous étions. Mais il ne fallait pas aussi que l'on soit cantonné à des problématiques
qu'on considère africano-africaine. Les grands enjeux du monde nous concernent et nous avons à y dire notre mot. Nous avons à aussi dire au reste du monde quoi, ce que nous pensons de la marche du monde. Absolument. Et je voulais, on arrive malheureusement à la fin de notre conversation. Je voulais un peu parler de ce qui s'est passé récemment avec la restitution des œuvres, un travail que vous menez depuis quelques années maintenant. Il y a une énorme importance symbolique, mais si on va prendre ça, encore une fois, on va parler de déclic psychologique. Avoir notre passé, comprendre notre passé, le posséder, avoir sa mémoire, c'est quelque chose qui, c'est assez évident, le rôle que ça peut avoir sur la santé mentale d'un individu. Donc, je me dis sur celle d'une nation et d'un continent ou de différentes communautés, c'est très important. Vous pouvez nous parler de ce qui vous a mené vers ces questions-là et de ce que vous voyez pour le futur, parce que ça a l'air d'être un début. J'aimerais bien vous entendre là-dessus. Oui, en fait, durant le fait colonial, le continent a été vidé de ses ressources, je dirais, matérielles, de ses richesses, de ses matières premières. Mais ce qu'on a moins vu, c'est qu'en même temps qu'il y avait une extraction et une spoliation du patrimoine des richesses, il y a eu aussi une extraction immense du patrimoine culturel du continent. Et les œuvres de créativité, les êtres spirituels, que sont les objets, parce qu'ils ne sont pas juste des œuvres d'art, ils ont une identité plurielle. Certains étaient des sujets dans des espaces où leur fonction était une fonction de rendre visible l'invisible dans le visible, articuler les différents niveaux de réalité. Certains étaient des objets du quotidien, d'autres étaient des totems royaux, des régalias qui assuraient la puissance et l'autorité de nos gouvernements. D'autres étaient des œuvres esthétiques, donc il y a une pluralité. Ces objets-là ont quitté le continent sous la spoliation, sous la violence, sous l'extraction, des fois l'achat et la vente, mais la plupart du temps dans un rapport asymétrique où le continent a été pillé de ces ressources-là et ces ressources se sont retrouvées dans des musées occidentaux, à telle enseigne que certains spécialistes estiment que 80 à 90% du patrimoine matériel du continent se trouve en dehors du continent. C'est une exception de l'Afrique subsaharienne. Il y a beaucoup de lieux où le patrimoine est parti, l'Égypte par exemple, mais en Égypte, on a de grands musées, on a énormément de pièces qui existent, même si une partie du patrimoine égyptien se trouve en Grèce, en France, dans les pays qui sont autour de la Méditerranée. Mais le caractère exceptionnel du pillage du continent africain est sans commune mesure avec aucun des autres. Alors, depuis les années 60, les pays africains réclament, pour des raisons évidentes, le retour de leurs objets, pour des raisons d'histoire, de mémoire, de connaissance de soi, de construction de son avenir, de mettre en face de sa jeunesse les productions artistiques, culturelles, spirituelles des générations anciennes, de créer de la continuité. Une œuvre est le produit d'une longue évolution culturelle, spirituelle, sociale d'un groupe humain. Et quand il y a une césure, il y a un défaut de transmission. Ouais. C'est-à-dire que les formes nouvelles n'ont pas pu se nourrir au feu des anciens. Il ne s'agit pas de répéter les formes anciennes, mais d'en prendre le feu et la sève et de réinventer. Donc, il a manqué cette sève-là, des fois. Et quand ces formes-là se sont retrouvées en Occident, elles ont électrisé les avant-gardes. Elles ont inspiré Picasso, Vlaminck, Derain, et elles ont renouvelé toute leur démarche artistique. Elles ont été puissance de germination et force d'engendrement du réel. Alors, imaginons ce qu'elles auraient fait si elles étaient restées sur le continent, sous les nouvelles générations. Alors, heureusement, l'art a survécu à la ruine, les Africains ont continué à créer des objets. Mais si on observe, on voit qu'il aura manqué des strates d'héritage et il aura manqué la confrontation avec la longue évolution de l'histoire. Ils ont dû créer à partir du manque et du fragment, et à partir de ce qui restait, etc., etc. Mais heureusement que le patrimoine immatériel, qui se loge dans les langues, dans les musiques, dans les corps, n'a pas pu être prélevé. Ce qui a été pris, c'est ce qui était matériel, ce qui était volable. Et le patrimoine immatériel nous a permis de survivre de certains épisodes difficiles de l'histoire. Mais ces objets-là, ils doivent revenir pour plusieurs raisons, pour des raisons de patrimoine, de connaissance de son histoire, de richesse artistique, de richesse spirituelle. Certaines communautés demandent leurs objets, ont besoin de les réintégrer dans un cycle de signification. Certains ont besoin de les décharger, de les enterrer, de les recharger. Des objets encodent des savoirs. Il y a des filets de pêche dans lesquels il y a des fractales et des modes de dénombrement que nos ancêtres avaient encodés dans la manière de faire leurs filets de pêche que nous n'avons pas encore déchiffrés. Des objets nous permettront de réécrire l'histoire
une partie de notre histoire. Et les objets ne sont pas que les objets sont vecteurs de discours, des fois de discours philosophiques, ce n'est pas de l'art analogique. Et les objets sont protéiformes, ils ont une pluralité de dimensions et de sens. Et pour une Afrique qui a besoin de se réinventer, qui a besoin de construire son futur, c'est une brique, c'est une ressource que l'on peut resocialiser, réinventer, réinvestir, et remettre dans la fabrique du présent et du futur. C'est une ressource qu'on a besoin dans le nouvel alliage de nos métaux. Et ce n'est pas une vision qui nous dit on doit retourner vers le passé. Non, non, c'est une vision qui dit justement on va extraire ce qui est vital de ces éléments-là pour les mettre dans notre construction d'aujourd'hui. Et tout le monde a besoin, je veux dire, une civilisation, elle n'est forte que si elle est archaïque, que si elle peut transmettre une matrice culturelle qu'elle réinterroge dans le temps. Mais on ne réinvente pas la matrice culturelle, elle se transmet, et puis il y a des éléments vitaux, fécondants que l'on prend et que l'on installe dans une forge du présent et du futur. Et c'est absolument fondamental que ces objets reviennent, ou du moins les objets les plus symboliques, et que le mouvement soit amorcé. Et récemment, le Bénin, la France a décidé de restituer les 26 des trésors royaux d'Abomey, qui représentent les régalias de Béanzin, Glélé et Guézo, qui ont été défaits par Alfred Dodds en 1892, des objets d'une grande importance symbolique, d'une grande magnificence artistique, d'une grande portée historique et spirituelle, vont retourner au Bénin. Les jeunes béninois, quand on va leur raconter leur histoire, ils auront des témoins matériels de cette histoire, ils verront quoi, de leurs propres yeux le raffinement des trônes, ils verront les statues zoanthropomorphes, etc., etc. Ils verront les hôtels extrêmement fins dessinés, ils auront une image de ce qu'a été leur histoire et ils pourront se référer à cela. Et c'est absolument fondamental pour les sociétés d'avoir des témoins de leur passage, du passage du temps et du legs des anciennes générations pour se construire et pour se reconstruire un continent qui a été nié, dont on a dit qu'il n'avait rien produit, un continent qui a été dénigré dans ses faits de production civilisationnelle, etc. Alors que ces objets sont tellement admirés, le continent qui n'aurait rien produit, tout le monde est venu lui prendre, je veux dire, tous ces chefs-d'œuvre. Donc, il y a quand même là, une vraie contradiction. Donc, ce mouvement-là, il est enclenché. Il n'est pas enclenché qu'en France. L'Allemagne a décidé de rendre beaucoup de bronze du Bénin. La Hollande, l'Écosse sont dans le mouvement. La Belgique a déjà transféré la propriété au Congo de plusieurs objets qui sont au musée de Tervuren. Maintenant, ils sont en train d'organiser les rapatriements. Et je pense que c'est important que le mouvement continue et que les Africains ne considèrent pas que ce n'est pas important, que le plus important, c'est l'économie, les routes, les infrastructures et que ces choses-là, bon, c'est de l'art ou que ce sont des vieilleries, quoi, et qu'ils saisissent l'importance de ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, quoi, de cette part d'imaginaire qui leur a manqué dans la reconstruction d'eux et dans la réinvention d'eux. Absolument. Vous l'avez dit de manière magnifique, en tout cas, la transmission de cette matrice culturelle qui nous permet de nous construire au niveau continental, national, de communauté et absolument individuel. Je voulais vraiment vous remercier. C'était une conversation très intéressante. C'était trop court. J'espère qu'il y en aura d'autres. On est ravis, en tout cas, de partager avec vous à l'Université University of Global Health Equity. Beaucoup de ce dont vous parlez parle finalement des déterminants socioculturels de la santé qui sont des choses qu'on analyse, qu'on veut comprendre et sur lesquelles on veut échanger. Donc, un énorme merci et on espère à bientôt. À très bientôt. Et c'est à moi de vous remercier parce que je suis très heureux d'avoir eu cette conversation avec toi et avec l'Université Global Health Equity de Kigali parce que aussi, le Rwanda est un pays avec lequel j'ai des liens très forts. C'est un pays auquel je suis très attaché et je suis très, très heureux que cette conversation ait eu lieu chez vous. Merci beaucoup. Espérons qu'il y en aura d'autres. À bientôt. À très bientôt. Yeah.